Je peux presque dire, j'avais ton âge, j'ai à peu près ton âge, quoi. Il leur a dit, on a un océan bleu devant nous. Personne ne fait de contenu sur cette thématique-là. Allons-y, allons éduquer la cible. Mon premier sponsor, c'était Shine. Et Shine, il me fait quand même un chèque de 10 000 € pour la première saison. Donc en plus, j'ai même plus gagné un peu d'argent. Moi, aujourd'hui, quand j'ai monté le Startup Studio La Chapelle, en vrai, je savais pas du tout ce que j'allais faire. Limite, j'étais un peu un mercenaire. Je prenais un peu toutes les opportunités qui me venaient. Bonjour à tous, bienvenue sur ce podcast qui va être un peu différent des autres podcasts qu'on a déjà pu faire. Parce qu'aujourd'hui, on est accompagné de personnes qui sont derrière la caméra. Donc, vous voyez pas, il y a une vingtaine de personnes qui sont là aujourd'hui. Et l'objectif, on s'est dit, on fait un sujet, une petite conférence sur le podcast. Quoi de mieux qu'un podcast en fait pour la faire. Et donc, c'est pour cette occasion qu'on a le plaisir d'accueillir Hugo Benz, personne très investie dans l'écosystème startup, créateur économie de Bordeaux, du Poney Club également. On était regroupé ce midi pour un club business. Et donc, on s'est dit, quelle meilleure personne pour incarner ça que Hugo. Bienvenue Hugo, merci pour ta présence. Merci les gars, franchement ça fait plaisir, hein. Franchement plaisir d'être ici parce que déjà parce qu'on est copains quand même, on va quand même le dire, et parce qu'en plus moi je vous kiffe trop en tant que mec et en tant qu'entrepreneur. Nous, ça fait combien de temps qu'on s'est rencontrés là? Un an et demi, 2 ans? 2 ans, ça fait 2 ans. C'est ça, je vous ai vu débarquer à un Poney Club, je crois que c'était au truc basque là, tu sais, qui était derrière la place du Palais là. Et je vous ai vu là papillonner partout, aller vous mettre partout, et puis surtout en fait à vous implanter à Bordeaux hyper facilement, parce que vous venez de La Rochelle, non? Ouais, enfin même pas vraiment de La Rochelle, on a fait nos études à La Rochelle, mais après on a très vite, on a fait nos études à La Rochelle, on a lancé l'agence, donc Cosmos à La Rochelle. On n'avait pas de studio à l'époque, on avait un petit bureau de genre 15 mètres carrés je crois sur le port là, vraiment minuscule, et en fait vite on est venu à Bordeaux à l'issue du Poney où on s'est rencontrés en fait. Donc pour ceux qui connaissent pas, le Poney Club, c'est un club business que Hugo a monté. Ouais, on va pas appeler ça club business, c'est un club avec des entrepreneurs. Parce qu'en vrai, on parle presque plus de business, franchement. Mais non, mais du coup, c'est ça, en fait, c'est ça qui est cool. Et donc, du coup, c'est ça qu'après, vous êtes bien développé à Bordeaux. Moi, j'ai commencé à lancer le podcast. Au début, j'allais que à Paname. Et du coup, c'était quand même chiant parce que du coup, je recevais pas les Bordelais parce qu'il y avait rien. Et du coup, j'ai commencé à venir dans votre studio ou quoi. Et donc, c'est sympa de faire ce petit, comment on appelle ça, un meet-up, un podcast en public. Ouais. Bon, c'est surtout un barbecue, hein. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont là juste pour la bouffe, hein, franchement. Exactement. Du coup, effectivement, on a été les premiers à lancer un studio de podcast quasiment sur Bordeaux. Et donc, effectivement, dès que tu as eu un peu de... Dès qu'on l'a lancé, je pense, tu as été un des premiers utilisateurs du studio. Mais c'était pas ici, c'était dans d'autres bureaux, non? Il y avait d'autres bureaux auparavant, des plus petits bureaux. Et du coup, on est venu ici ensuite en septembre dernier pour justement pouvoir grossir, avoir plus de surface pour nos différents décors. Et nous, on voudrait quand même parler de toi, Hugo, aujourd'hui. On voudrait que tu te présentes, que tu nous parles un petit peu de ton parcours. Parce qu'aujourd'hui, si je ne me trompe pas, tu vis quasiment que de la créateur économie. 100% là-dessus, ouais. Ouais. Et donc, du coup, comment t'en es arrivé là? Quel est déjà ton parcours un peu avant? Je fais la short story, hein, parce que du coup, sinon il y aura beaucoup à dire. Mais vraiment, comment je me présente en général aux gens? Je vous dis que je m'appelle Hugo Benz, que j'ai 37 ans, que je suis bordelais, que je suis marié, que je suis papa, avec Juliette, qui est ma fille qui est juste à côté. On est arrivé un peu en avance, on s'est fait un petit épisode père et fils, c'était assez sympa. Et accessoirement, je suis entrepreneur. On est en 2025, j'ai commencé en 2010, donc ça fait 15 ans. Et du coup, également, gros créateur de contenu. Quand je dis gros créateur de contenu, ça veut dire parce que j'en crée beaucoup, hein. Est-ce que je suis encore un gros... ça dépend où tu mets la barre, quoi. Mais du coup, ouais, gros créateur de contenu depuis après le Covid. Je pense que j'ai loupé un peu les premières, deuxième vagues. Moi, je me suis mis vraiment à créer du contenu d'abord sur LinkedIn, genre fin 2021, un truc comme ça. Franchement, c'était la bonne période. Enfin, si t'étais résilient, c'est-à-dire que j'ai posté tous les jours en direct. Franchement, je sais même pas si j'ai loupé un jour depuis ce jour-là, quoi. En vrai, ça a marché, quoi. Et c'est là que le nombre d'abonnés, le nombre de vues et le nombre d'opportunités que ça m'apportait, ça a augmenté grave. Parce que moi, ça, je l'ai pas dit, mais de base, moi, j'étais dans le textile personnalisé. J'ai monté pas mal de boîtes sur pas mal de verticales. Là-dessus, la plus connue, elle s'appelle Kimono, que les gens en général connaissent. Parce que Kimono, aujourd'hui, ça fait quand même un peu plus de 10 millions, une quarantaine de personnes, etc. Donc, c'est quand même une belle réussite, c'est cool. Et là, d'un coup, je me suis mis à créer du contenu. Ça a apporté d'autres opportunités. On a commencé à parler de cette économie des créateurs, créator économie. Est-ce qu'il y avait du business et tout à faire là-dessus? Enfin, c'était un peu la jungle, tu vois. Donc, du coup, en fait, tous les business qui sont autour un peu de l'influence
que crée en fait la création de ces audiences et de ces communautés qui existaient sur le B2C avec les Instagrammeurs et les YouTubeurs, mais pas trop sur la partie B2B. Et en fait, quand les opportunités ont commencé à venir, je me suis dit qu'il n'existait rien et que je me suis dit qu'il y avait une catégorie de services à créer là-dessus. Et du coup, c'est pour ça qu'à ce moment-là, j'ai créé un startup studio qui s'appelle La Chapelle. Donc, j'ai quitté tout ce pourquoi j'étais fort, qui était le textile personnalisé, tout ce qui me rapportait de l'argent, qui me rémunérait. Donc, je peux le dire, hein, j'ai eu un entre-deux qui a été assez difficile. Hein, quand tu passes de tu gagnes un max de pognon à tu gagnes presque plus rien, quoi. Ça a été un petit peu dur. Heureusement, je suis bien entouré et ça va. Hein, je suis quand même assez costaud là-dessus. Et voilà en fait comment j'en suis à monter du coup après les newsletters, le podcast, la chaîne YouTube, et je pense que c'est de ça qu'on va parler. Exactement. Merci pour ce petit premier panel d'activités que tu as pu faire. Donc tu dis, donc 2021, tu te lances premièrement sur LinkedIn. Donc est-ce que tu te lances avec un objectif ou bien tu te dis, advienne ce que pourra, on verra où ça va m'emmener, et quelle est un peu ta réflexion par rapport à ça? Je pense en fait c'est une bonne question parce que ce qui est cool, c'est que je pense que je l'ai fait plus par expérience. En fait, je me rappelle très bien un jour, on est un dimanche, je suis à Périgueux, chez mes beaux-parents. Je sais pas, et je traîne sur LinkedIn alors que c'est très rare. Parce qu'en vrai, c'est vrai que maintenant c'est évident pour tout le monde, mais en vrai en 2021, tu vas pas trop te divertir sur LinkedIn, quoi, tu vois. Mais là, je sais pas, j'y vais, je vais regarder, quoi. Et je tombe sur un post, je me rappelle très bien, de Benoît Dubo, de Scalesia. Et je vois qu'il fait un post où il parle de son semi-burnout qu'il a fait. Et il y avait genre 3000 likes, 750 commentaires, enfin un truc de fou. Et là, en fait, je me dis, putain, c'est dingue. Le mec, il a écrit un texte, il l'a balancé sur LinkedIn. Et ça a dû faire des centaines de milliers de vues. Et c'est gratos. Et tu vois, d'un coup, ça a quand même attisé quelque chose chez moi. Et j'ai quand même toujours été attiré par les créateurs de contenu. Genre, moi, j'ai toujours voué un culte sans nom pour les youtubeurs. J'ai tout de suite, il y a 10-15 ans, je suivais direct les Cyprien, les Norman, à l'époque Hugo tout seul, Mister V. Et genre, en vrai, j'étais fan. On peut le dire, j'ai une vraie groupie, quoi, tu vois. Je trouvais ça incroyable que les mecs, ils sont dans leur chambre, ils créent des trucs. Et c'est bien, c'est quali, c'est artistique. Et ça crée une audience, et du coup, ça crée du business derrière. Tu vois, c'était mon dream job, mais je me dis, j'avais pas la capacité de le faire, quoi. Et donc là, d'un coup, je vois ce post de Benoît, et moi, je dis, vas-y, je vais tester, je vais poster un post. Et je vois le post, il marche bien. Donc du coup, j'en poste un deuxième, et un troisième, quatrième. Là, j'ai failli arrêter. Pourquoi ? Parce que du coup, tous mes potes se sont bien foutus de ma gueule. Tu sais, j'ai un WhatsApp avec tous mes potes comme beaucoup de gens ont. Et là, capte écran de mon post. Putain, qu'est-ce qui t'arrive ? C'est ridicule. Franchement, je pense même qu'ils m'ont insulté, quoi. Putain, mais je te jure, c'est un peu toujours un peu comme ça. Tu sais, vas-y, toi, t'es un peu l'influenceur. Tu sais, dès que tu te mets à poster sur LinkedIn, les gens se foutent de ta gueule, tu vois. Et ça, c'est très français, tu sais. C'est comme quand tu parles anglais, que tu parles mal anglais, les gens ils se foutent de ta gueule. Déjà, j'essaye de parler anglais. Du coup, si tu te fous de ma gueule, ça me donne pas envie d'essayer de m'améliorer, quoi, tu vois. Donc, ça, voilà, c'était une petite pique en passant pour ces petits bâtards, quoi. Et donc, en fait, au début, je le fais, je pense, ce qui est bien, c'est que je le fais sans objectif de vendre quoi que ce soit. Et ça m'a duré longtemps. Et donc, je le faisais, je pense, par expérience, ou après, on va le dire, je pense aussi par ego trip, hein. Très vite, quand même, t'es quand même un peu dopé par les vues, les likes, les commentaires, les gens qui commencent à venir te parler, les gens qui commencent à te faire des remarques. Ouais, j'ai adoré ton post, et que tu vois un événement, ouais, j'ai lu ton truc, machin. Enfin, en vrai, quand ça t'est jamais arrivé, au début, ça flatte un peu l'ego, quoi, tu vois. Donc en vrai, ça donne envie de continuer, quoi. Et désolé, je fais un peu un monologue là, mais en fait, et très vite, non, justement pas vite, parce que je crois que je commence genre un mois d'octobre-novembre. Et je pense que j'ai gagné mon premier euro grâce à LinkedIn, mais genre, je sais pas, 8 ou 9 mois après. Donc au début, je le fais vraiment sans aucun but de vente. Mais j'ai l'instinct de me dire, là, je suis en train de me créer un asset qui va me servir pour le business. Je le fais pas gratuitement par simple bonté d'âme, quoi, tu vois. Donc voilà. La réponse était longue, mais c'était ça l'objectif de base, quoi, tu vois. Parce que tu es présent au final sur LinkedIn. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu as créé une grosse communauté dessus. Tu as plus de 50 000 abonnés sur LinkedIn, je crois que c'est quelque chose comme ça. Même plus, 60 000. Non. En vrai, maintenant, je galère. Hein, ça augmente pas plus si vite. Je dois être à 55 000. Ouais, mais du coup, c'est énorme parce que ça te permet d'avoir une grosse communauté sur cette plateforme. Et derrière, en fait, vu que tu as créé ton podcast il y a 1 an,
mais ça te permet au final d'avoir ce podcast et de rediriger au final les gens vers ton contenu au final. Au final, les personnes qui sont sur LinkedIn vont visionner au final tes vidéos YouTube et ça va t'apporter pas mal de trafic. Donc, c'est intéressant aussi peut-être pour de la monétisation, pour le développement de la chaîne YouTube aussi. Oui, en fait, de toute façon, la première chose, c'est que en fait, à partir du moment où tu crées une audience et une communauté sur un réseau, mais que ce soit LinkedIn, YouTube, newsletter, MySpace, ce que tu veux, quoi, tu vois. On sait que c'est plus MySpace. Mais en fait, dès que tu veux lancer quelque chose, c'est un boost, c'est un gain de temps de fou. Je pensais qu'on allait en parler un peu plus tard, mais tu vois, pour parler du podcast qui arrive quand même bien plus tard, parce que je lance LinkedIn en 2021, et là, je vais bientôt fêter les 2 ans du podcast, je lance 2 ans après, 2023. Septembre 2023, le podcast, et entre-temps, j'avais lancé aussi les newsletters, tu vois. Quand je lance le podcast, tout de suite, je me dis, allez, vas-y, je fais une première saison. C'est pareil, je peux peut-être donner le playbook de quand on veut lancer un podcast. Je dis, vas-y, j'ai toujours un peu une liste de marques qui traînent. De base, je voulais appeler ça Club Sandwich. Donc, je vous dirai plus tard pourquoi ça a changé. Je peux même le dire tout de suite. C'est que je lance, et là, je reçois une petite lettre d'avocat. En fait, Club Sandwich, c'était déjà un podcast par des avocats. Ça s'appelait Legal Club Sandwich. Donc les mecs, ils savaient de quoi ils parlaient, donc ils m'envoient le courrier un peu salé et tout. Je dis vas-y, je vais pas me battre. Et c'est pour ça que j'ai renommé ça La Chapelle Radio. Et en vrai, c'était mieux parce que c'était con de multiplier les marques, autant faire un truc qui fait rayonner la marque du studio, quoi. Donc bref, je me dis, je vais lancer le podcast. J'ai une marque, il me faut des invités. Où je fais une première saison genre de 12 épisodes. Donc je me fais une liste de 25 personnes, je fais un message un peu cool, j'envoie le même message à ces 25 personnes, et les 12 premières qui me disent oui, je fais vas-y, t'es dans la saison 1. Après, il faut que je trouve un studio. Et c'est vrai que ça paraît évident maintenant, mais à l'époque, tu vois, Podspace à Paris venait juste d'arriver. Je me rappelle de voir, je sais plus, une pote qui avait fait des vidéos. Et je lui dis, c'est quoi le studio où tu as tourné Tu sais, c'était un peu le début des trucs avec les petits néons et tout, truc sympa, truc mieux que tu fais ça dans ta chambre ou à ton bureau, quoi. Et elle me dit, c'est un truc qui s'appelle Podspace à Paris. Donc je les appelle. Je lui demande un devis. Je lui dis, écoute, je vais venir 3 jours et je vais faire 12 épisodes. Je vais en faire 4 le mardi, 4 le mercredi, 4 le jeudi. Donc là, pareil, avec les invités, tu dis, toi, tu vas venir là, toi, tu vas venir là. C'est quand même toute une logistique, hein. Je l'ai vu après, maintenant, j'ai délégué tout ça, mais au début, je faisais tout même, c'était relou. Et le truc, quand même, je pense aussi qui va être intéressant, c'est que tout ça, ça coûte quand même du pognon, quoi. Alors à l'époque, ce qui était bien, c'est que c'était le début, donc il m'avait pas fait ça non plus hyper cher. Et surtout, il faisait tout, tu vois. Il me disait, vas-y, clé en main, tu viens, tu tournes, on te fait le montage. On te fait 2-3 shorts par épisode pour que tu puisses mettre quelque part. Au début, je m'en servais même pas, parce que j'étais même pas sur Insta, TikTok, tout ça. Et on te fait la miniature, tu vois, on te fait tout, quoi. Et on te fait le teaser. Mais ça m'avait quand même coûté, franchement, je crois, genre 5-6 000 €, tu vois, pour 12 épisodes. Donc en vrai, moi, à ce moment-là, il y a 2 ans, moi, c'est toujours le cas, hein, je roule pas sur l'or, quoi. 5-6 000 balles. Ma femme, qui est également mon associée, elle tire un peu la tronche quand je lui dis que je vais dépenser 6 000 € pour faire des podcasts, quoi, tu vois. Donc je me dis tout de suite, il me faut un sponsor. Et c'est là que quand même, d'avoir créé du contenu déjà 2 ans avant, c'est plus facile. Parce que là, je demandais quand même à une marque de venir me faire un chèque en blanc. Et en plus, je savais que les podcasts, ils n'allaient pas faire 10 000 vues par épisode. Donc, il fallait que je vende d'autres choses. Donc, je disais, je vais te mettre un pré-roll sur chaque épisode. Mais également, du coup, je vais parler de toi dans chaque post LinkedIn qui va teaser l'épisode, qui va distribuer l'épisode. Et je vais parler de toi aussi dans 2 newsletters où je vais présenter l'épisode. Et je crois que j'avais déjà au moins 30-40 000 abonnés sur la newsletter et je devais avoir 40 000 abonnés sur LinkedIn, tu vois. Donc, c'est ça qui m'a permis je crois que mon premier sponsor, c'était Shine. Et Shine, il me fait quand même un chèque de 10 000 € pour la première saison. Donc, en plus, j'ai même plus gagné un peu d'argent, tu vois. Donc, c'était sympa. Non, je ne réponds pas. Et donc voilà, pour la partie sponsor, mais tu vois, là pareil, c'est à prendre avec des pincettes, c'est que si j'avais pas créé du contenu depuis 2 ans, donc si j'avais pas autre chose à vendre que le podcast pour me donner de la visibilité, j'aurais pas trouvé de sponsor. Donc c'est ça quand même, au début quand même, le podcast, c'est quand même un investissement qu'il faut être capable de faire. Maintenant, je pense que même si j'avais pas trouvé de sponsor, je l'aurais fait quand même. Pourquoi ? Parce que le podcast, ça reste, je pense, quand même le meilleur hack pour reacher qui que ce soit.
Et en fait, à chaque fois, il y a même plein de gens qui me disent « Ouais, comment t'as eu cette personne ? Comment t'as eu cette personne ?» Et en fait, la vérité, c'est que je dis « Je l'ai juste contacté, en fait. » Et la plupart des gens, quand même, disent « Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, je crois que je suis à 150 épisodes. » Et en vrai, des gens qui m'ont dit non pour le podcast ou qui m'ont ghosté, je sais pas, c'est peut-être 50 personnes. Donc, c'est-à-dire que sur 200 personnes que je voulais, j'ai réussi quand même à en avoir les 3/4. Donc en fait, ça veut bien dire que tu vois, c'est quand même le meilleur moyen de reacher les gens. Et c'est grâce à ça que j'ai pu nouer des relations avec des gens. Tu vois, je peux donner un exemple. J'ai eu il y a 1 an Éric Larchevêque dans le podcast. Du coup, voilà, c'était tout. Après, on a gardé le contact. De temps en temps, je lui écrivais. On s'est revus à 2-3 événements ou quoi. Et tu vois, là, au mois de juillet, il fait un mastermind chez lui, tu sais, dans sa campagne là, à Vierzon. Et du coup, il m'a en tête. Et il m'a demandé de venir faire une conférence et franchement, il est bien payé, quoi. Donc, tu vois, rien que le retour sur investissement, mais qui peuvent apparaître 6 mois après, 1 an après, 1 an et demi après, grâce aux gens qui ont été dans le podcast, et du coup, c'est quand même un bon investissement à faire. Je peux donner un autre exemple là-dessus. Je n'ai jamais levé de fonds, moi, sur aucune de mes boîtes, mais là, je pense que je vais peut-être le faire dans 6 mois, tu vois. La première chose que je vais faire quand je vais lever des fonds, je vais même pas en parler sur LinkedIn, je vais pas en parler sur newsletter, podcast ou quoi que ce soit. Je vais juste prendre ma liste de mon réseau et déjà en fait les 150 personnes que j'ai reçues dans le podcast, dont les 3/4 sont eux-mêmes investisseurs. Et de par le fait qu'on a passé 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures à nouer une relation, à parler, et c'est toujours mieux qu'un Google Meet de 15-30 minutes, et en fait... c'est le pay it forward, quoi. Je t'ai invité sans rien demander en retour, mais par contre, un jour, peut-être que tu peux demander quelque chose, et cette personne-là, elle n'est pas obligée d'accepter, mais au moins elle t'écoutera, quoi. Donc voilà, c'est quand même ça, c'est le bon point fort, ouais. le bon point fort quand même du podcast. Magnifique. Donc aujourd'hui, du coup, tu produis énormément de contenu, podcast, newsletter. Tu produis maintenant sur Instagram, TikTok. Ouais. Je galère à percer là-dessus, putain. Sur Insta et TikTok. Insta, ça commence à venir un peu. T'as fait quand même des vidéos qui ont fait pas mal de vues. Ouais. Mais je pense que j'ai pas les codes, je comprends pas le truc, quoi. Enfin, et je pense que je serais pas bon à ça. À un moment donné, il faut accepter aussi de pas... Et c'est quoi ton rythme justement de post ? Parce que tu planifies 4 épisodes, même la dernière fois, là, tu es venu au studio, tu as fait 4 épisodes dans la journée. Ouais. Au final, derrière, c'est quoi ton rythme ? Est-ce que c'est un post, au final, un podcast par semaine ? Parce que quand on voit Legend, eux, c'est 3 épisodes par semaine, plus tous les réels, ils en postent 3 ou 4 par jour. Enfin, c'est énorme, c'est vraiment une vraie boîte de prod là pour le coup. Mais toi, ouais, c'est quoi ton rythme du coup par rapport à ça ? Moi, le rythme sur tous les contenus, c'est 2 posts LinkedIn par jour, 2 épisodes de podcast par semaine, 1 Reels par jour et quasiment une newsletter par jour aussi. Mais je suis pas tout seul. Du coup, maintenant, je me suis entouré d'une équipe, mais je fais quand même encore beaucoup de choses moi-même. Mais c'est vrai que du coup, ça impose une... en fait, on va dire une rigueur. En fait, c'est un peu la métaphore que je t'ai faite tout à l'heure. Tu m'as dit, putain, c'est pas toi, j'ai déjà entendu quelqu'un le dire. Mais je disais, en fait, par exemple, aller courir 5 bornes, 6 bornes, 7 bornes, 10 bornes, tout le monde est capable de le faire. Par contre, aller courir 10 bornes 2 fois par semaine pendant 1 an, c'est là que c'est difficile. Et en fait, c'est là que tout est difficile, en fait. Tout est dans la résilience et le fait de se créer des habitudes. Et moi, j'ai la chance quand même d'être un peu toqué. Et en fait, j'ai limite l'impression que si je tiens pas ce rythme que je me suis imposé, et en fait, qui est faisable, hein, tu vois, écrire 2 posts LinkedIn par jour, en vrai, si tu mets 20 minutes à l'écrire, on a tous 40 minutes... c'est 40 minutes d'Instagram, TikTok en moins, quoi, tu vois. Enfin, je veux dire, on a tous le temps de le faire. C'est juste que moi, je l'ai tellement ancré en habitude que je peux le faire. Et en fait, c'est pareil pour le podcast. Je me suis dit, en fait, si je me connais, moi, si c'est comme pour la clope, tu vois. Moi, si j'en refume une, je me remets à fumer. C'est comme pour le sport. Si je me dis, si je m'octroie le droit de dire, vas-y, je suis fatigué, je vais pas courir. Moi, je me connais, je vais arrêter d'aller courir, tu vois. Donc, moi, je sais qu'il faut pas que je flanche, sinon je me tire une balle dans le pied, quoi. Ok, top. Franchement, déjà bravo pour ce nombre d'épisodes créés et tout ce contenu que tu crées. Je te vois très souvent dans le boss mail avec tes newsletters aussi. Ouais, je suis désolé pour ça. Ils sont d'ailleurs super intéressants. T'en as 2. T'en as une sur la partie IA. À vérité, j'en ai plusieurs. D'ailleurs, parce qu'en fait, je me suis créé en fait, des médias, mais c'est pareil, c'est toujours dans le but de vendre des activations d'influence, d'avoir plein de médias qui parlent de sujets ultra ciblés. Donc ouais, j'ai La Soucoupe qui parle d'IA, j'ai la Bible de l'Orga qui est aussi une newsletter sur l'organisation, j'ai La Chapelle qui parle que de creator economy, j'ai ma perso qui parle d'entrepreneuriat, et je crois que j'en ai une autre, mais je ne me rappelle plus le nom.
J'en ai lancé une sur le paddle qui s'appelle Smasher, Paddle Business. Mais voilà, et en vrai, une fois que tu as pigé le truc de comment produire ce type de contenu et le faire, en fait, encore une fois, c'est toujours le même playbook, quoi. C'est avoir un moment dans l'agenda pour créer un peu tous les inputs qu'il faut, avoir une équipe ou au moins une personne qui peut t'aider à l'écrire et le planifier. Et ensuite, encore une fois que c'est rodé, c'est juste à exécuter, quoi, et à le faire toutes les semaines, quoi. Et toi aujourd'hui, par exemple, si on devait parler un peu des marques, etc., Ouais. comment est-ce que tu ressens le besoin des marques justement d'être présents sur ces différentes plateformes-là, ces différents moyens de communication? C'est quand même des marques qui te payent au final, enfin, qui payent ce que tu produis pour ça. Quel est leur intérêt? Qu'est-ce qu'elles en retirent? Comment tu sens un peu on va dire la connexion entre ce que tu produis et ce qu'elles ont besoin? Ouais, bah là on voit, franchement, il y a eu les prémices, franchement, dès 2021-2022, par rapport à l'influence sur cette creator economy B2B. Tu vois, ça avait commencé aux US il y a assez longtemps. Moi, quand je me suis lancé là-dedans en 2022, tu vois, mon premier contrat, c'était avec Notion. Mais parce qu'en fait, les Français, ils voulaient pas, en fait, limite, même des queues de budget, ils voulaient pas t'en mettre. Alors que quand j'ai eu le bon contact chez Notion, dès 2022, la nana avec qui je parlais, son titre, c'était Influencer Manager. C'est vraiment, elle faisait que ça. Et maintenant, je pense que beaucoup de SaaS français, surtout, l'ont compris que l'influence, en fait, c'est le meilleur canal d'acquisition possible, même s'il faut tout faire. Il faut faire du SEO, il faut faire du SIA, il faut faire du méta, il faut faire de la création de contenu aussi de leur côté. Mais l'influence, aujourd'hui, c'est quand même le premier canal d'acquisition. Donc ça, ils l'ont bien compris. Et donc maintenant, il y a des vrais budgets qui sont mis là-dessus. Et c'est là qu'on voit que toute la creator economy B2B est en train de monter en gamme. C'est rien que ce que tu vois, ce qui est en train de se passer là, en ce moment même sur YouTube. Moi, j'ai participé à une vidéo là, coproduite par Com et Yomi Denzel qui va sortir à mi-juin. C'est une sorte de truc un peu à la MrBeast. Alors vous verrez, j'ai été loin dans le jeu. Je suis sorti sur un coup du sort. J'ai le seum, frère. Mais bref, vous verrez pourquoi j'ai le seum. Mais tu vois, c'est une vidéo qui coûte 100 000 €, quoi. Tu vois, on commence et pourtant c'est rien. C'est rien par rapport à ce qui peut se faire dans le B2C. C'est rien par rapport à ce que peuvent faire des Squeezie, des Inoxtag ou quoi, où là on est sur des vidéos produites qui valent encore plus cher, quoi. Mais tu vois, dans le B2B, là, on commence à venir mettre, ça c'est un peu le triptyque. Quand tu crées du contenu, quand tu as les trois, c'est bien, c'est quand tu arrives à éduquer, inspirer, divertir. Voilà, là tu as tout gagné et tu as tout le monde. Et donc on voit que les marques, parce que pareil, la vidéo là, de Yomi et d'Harold de Com, elle ne peut exister que parce qu'il y a des marques qui payent. Tu vois. Et on voit que les marques payent parce qu'on est tous une cible qui est ultra quali pour eux. Parce que quand tu es une marque de boisson qui va sponsoriser un YouTuber B2C ou un Instagrammeur, pareil, en fait, c'est pas de l'audience qui est ultra qualifiée. Et en plus, si elle achète, elle va t'acheter ta boisson qui coûte 6,50 balles, quoi. Alors que nous, quand quelqu'un, grâce à moi ou grâce à un autre, prend un abonnement Notion, c'est tout de suite $500, $1,000, $1,500 avec des LTV qui durent, quoi. Donc, c'est une audience qui coûte plus cher. Donc, mon instinct me dit qu'il va y avoir beaucoup plus d'oseille et de trucs à faire dans ce milieu-là. Donc, pour répondre à ta question, c'était encore beaucoup trop long, pardon. Les marques l'ont bien compris, débloquent de plus en plus de budget. Donc ça pour la partie influence, mais mon instinct me dit que les marques devraient également investir beaucoup de budget pour avoir des contenus propriétaires. Tu vois, aujourd'hui, elles sponsorisent nos contenus à nous. Mais moi, demain, mon but, c'est de pouvoir coproduire avec eux des formats qui vont avoir leur brand, tu vois, et c'est ça qu'elles devraient faire. Tu vois, là, c'est même moi qui vais vous poser une question. Aujourd'hui, c'est qui votre clientèle au studio? Est-ce que c'est que des gens comme nous? Ou est-ce que c'est des marques qui viennent aussi créer leur propre contenu propriétaire, en fait, quoi? On a un exemple parfait aujourd'hui. Effectivement, il y a beaucoup d'infopreneurs qui viennent créer du contenu au studio. Alors, infopreneurs ou personnes qui sont dans le business et qui du coup veulent créer du contenu pour vendre un produit ou service que eux ils ont, ou en tout cas pour aborder un sujet de leur niche. Mais on a également des sociétés qui viennent produire. On avait l'exemple parfait il y a 1 heure et demie avec un de nos clients, Nautitech, qui bosse dans le nautisme et qui sont du coup venus faire une vidéo de lancement pour un de leurs nouveaux produits directement au studio. Donc, on se rend compte que on a aussi des docteurs, on a beaucoup de médecins. En fait, il y a des avocats, on a
vraiment tous les métiers. Je pensais pas en fait que ça allait être comme ça au final le studio de podcast. Je pensais que voilà, ça allait être que les entrepreneurs qui avaient besoin de création de contenu, surtout en studio. Mais au final, on se rend compte que vraiment il y a vraiment tout type de secteur d'activité qui vient. C'est un peu, je le compare un peu à un salon de coiffeur, parce que clairement, au final, les gens ils réservent directement leur session, et surtout, en fait, il y a tout type de catégorie sociale qui vient en fait au studio parce qu'ils ont différents types de besoins, quoi. Ouais, non, carrément. Bah, de toute façon, en fait, c'est simple, hein. Aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est l'acquisition. Et en fait, les gens, ils ont bien compris qu'il fallait qu'ils jouent aussi le jeu des réseaux sociaux et donc, du coup, de la création de contenu. Et en effet, un médecin qui va créer ces trucs, il va choper une autre audience, quoi. Complètement, il va éduquer sa cible et par conséquent, en fait, l'objectif, c'est de se positionner justement. Enfin, eux, en tout cas, pourquoi ils viennent, c'est pour se positionner comme leader d'opinion sur leur marché. Et tu vois, des médecins, on en a reçu les premiers il y a 6 mois. Putain, marrant, tu vois, qu'eux, ils viennent. Et en fait, ils ont tout compris, parce qu'en fait, ils sont accompagnés justement aussi par une personne qui gère tout leur marketing. Et qu'est-ce que lui leur a dit? Il leur a dit, on a un océan bleu devant nous. Personne ne fait de contenu sur cette thématique-là. Allons-y, allons éduquer la cible. En plus, eux, ils sont restreints, ils peuvent pas faire trop de pub, etc. Donc en fait, allons éduquer la cible et en fait, allons nous positionner comme leader d'opinion sur ce secteur-là. Quand on sera identifié comme leader d'opinion, qu'est-ce qui va se passer? Naturellement, les gens, quand ils auront besoin, ils penseront à qui? Ils penseront à nous directement. Ouais, c'est ça. Les gens, ils iront pas voir que les avis Google ou les notes Trustpilot ou quoi. Ils iront voir aussi les comptes Insta directement des gens, quoi. C'est ça, mais surtout que le podcast, en fait, ça inspire confiance. Pourquoi? Parce que ça, on prend le temps. Je sais pas s'il y a des personnes qui ont déjà écouté ton podcast, qui sont dans la salle, mais ça, on prend le temps d'écouter, de prendre 1 heure de notre temps pour écouter justement un podcast sur une histoire, sur le parcours de quelqu'un. Aujourd'hui, le temps, c'est ce qui coûte le plus cher. C'est au final capter l'attention des personnes. Et le podcast, quand on fait le choix de cliquer, d'écouter un podcast, c'est que vraiment on a envie d'en savoir plus sur la personne, on a envie d'en savoir plus sur la thématique qui va être abordée. C'est là où c'est pertinent. Ouais. Mais tu vois, ça me fait penser aussi à un autre argument, tu vois, pour répondre à vos questions qui sont pourquoi faire un podcast ou quoi. Et tu vois, ça c'est un biais, alors je sais plus si c'est un biais cognitif ou psychologique ou quoi, que j'adore, qui s'appelle l'effet de halo. C'est qu'encore une fois que moi, que je sois un tocard ou un crack, les gens qui me connaissent par le podcast et ils me voient interviewer Éric Larchevêque, Anthony Bourbon, Guillaume Moubèche ou quoi, qui sont tous des putains de craquitos par rapport à moi, mais ils sont juste à côté de moi, on discute ensemble pendant 1h30, donc par l'effet de halo, on est égaux, quoi, tu vois, on est égal, pardon. Donc c'est ça en fait aussi qui est important avec le podcast pour être leader d'opinion, être crédible, avoir un biais un peu d'autorité là-dessus. Bah, c'est d'inviter des gens qui sont mieux que nous, parce que les gens, du coup, ils vont penser qu'on est comme eux, quoi. Bon. Trop bien. Et je rebondis par rapport à ce que tu parlais tout à l'heure de l'influence B2B. Tu as créé justement, toi, aujourd'hui, une plateforme à ce sujet. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Je parle de Frisbee. Tu as créé justement ça parce que tu t'es rendu compte qu'il y avait un marché par rapport à cette thématique-là. Bah, en fait, le truc, c'est que moi, aujourd'hui, quand j'ai monté le startup studio La Chapelle, en vrai, je savais pas du tout ce que j'allais faire. Limite, j'étais un peu un mercenaire. Je prenais un peu toutes les opportunités qui me venaient. Je testais tout. Et la preuve, franchement, je pense que tout ce que j'ai testé il y a 2-3 ans, tout est mort, quoi. Enfin, j'ai tout arrêté. Et en fait, pour me concentrer sur un truc où je me suis dit, là, il y a quelque chose, c'est ce domaine de l'influence. Et en effet, aujourd'hui, sur l'influence B2B, il y a plusieurs verticales. Il y a la nano-influence, il y a la micro-influence, il y a la macro-influence, il y a l'ambassadoring. Bref, il y a plein de thématiques. Et en fait, moi, j'essaie de créer des offres et des produits sur chacune de ces verticales. Et en effet, sur la partie nano-influence, donc en fait, pour que les gens comprennent, c'est par exemple sur Instagram, au niveau B2C, c'est je t'envoie un t-shirt gratuit et tu fais une story avec, mais je te donne pas d'argent. Et ben en fait, c'est ça qu'on a fait sur la partie B2B avec Frisbee. C'est tu fais un post LinkedIn pour parler de Notion et en échange, tu as Notion gratuit pendant 6 mois. Et en fait, c'est ça qui marche bien parce que même des nano-influenceurs, en fait, ont une voix sur LinkedIn. Et en fait, aujourd'hui, où est-ce qu'elle est l'audience sur LinkedIn? Elle n'est pas chez les stars qui représentent 0,5% des gens qui sont sur LinkedIn et qui représentent peut-être 5% de l'audience. Non, l'audience, elle est en fait sur tout le reste. Tu vois, c'est con à dire, mais c'est comme si je te donnais le choix d'avoir un spot de pub à la mi-temps de la finale de la Ligue des Champions sur TF1.
Non, c'est plus sur TF1, c'est sur Canal. Bon, bref, je suis un peu à l'ancienne, moi. Je suis encore resté Keblo à Thierry Roland et Jean-Michel Larquet, quoi. Mais bon, bref, si tu as le choix entre ça, qui va te coûter une tonnasse, ou tu mets ce même budget et par contre, tu passes toute l'année sur les chaînes de la TNT entre 18h et 19h, bah, moi, je pense qu'il vaut mieux passer toute l'année entre 18h et 19h sur les chaînes de la TNT parce que c'est de la pub. Et la pub, en fait, ce qui marche, c'est pas le gros coup. L'effet d'annonce, c'est bien d'en faire de temps en temps, mais ce qui marche, c'est la récurrence. C'est quand tu vois la marque une fois, deux fois, trois fois, mais surtout quand tu le vois sur ton feed, c'est là que tu vas avoir confiance. Je peux donner une autre métaphore là-dessus, c'est que demain, s'il y a une personne, mais que genre tu es un peu fan de cette personne, elle te dit oh, « j'ai été voir ce film, il est incroyable ». Ça va te faire quelque chose parce que cette personne, pour toi, c'est ce qu'on appelle un KOL, qui opinion leader, enfin tu vois, j'ai failli me bouffer sur le truc. Tu dis ouais c'est pas mal, putain, c'est cool. Mais par contre, tu vois, imagine là, demain, juste après, là, on va se faire le barbecue, on va être tous là, gratter du saucisson avec un petit verre de vin ou quoi. Et là, t'as 10 personnes qui te disent putain, j'ai été voir ce film, c'est de la balle atomique. Bah, en vrai, moi je trouve que j'ai plus envie, je vais plus me noter, me dire allez, ce film, faut que j'aille le voir parce que vous êtes 10 à m'avoir dit putain, il faut vraiment y aller, que par rapport, bah, j'ai entendu, je sais pas, Kylian Mbappé qui a dit dans une story putain, j'ai été voir ce film, il est génial. Tu vois. Pourtant, je vous respecte, hein, mais je respecte un peu plus Kylian Mbappé parce que je suis fan, quoi, tu vois. Mais du coup, je vais avoir plus envie d'aller voir ce film parce que vous êtes 10-15 à m'avoir conseillé d'aller le voir. Et j'ai encore fait beaucoup trop de digressions par rapport à ta question. C'est la même chose en création de contenu. Exactement. Et donc, c'est ça qui fait que, en fait, aujourd'hui, tu vois, sur YouTube a une régie. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu veux aller mettre ta pub aussi bien sur des gens qui font des vidéos à 5000 vues que des gens qui font des vidéos à 1 million de vues. Tu peux. Tu mets tel budget, tu vas cibler. YouTube a une régie pour ça, qui s'appelle YouTube Ads. Et le truc, c'est qu'en effet, il y a LinkedIn Ads, mais pour moi, là où c'est le plus fort, c'est pas les trucs de LinkedIn Ads qui, pour moi, voilà, qui marchent pas ouf. C'est d'avoir, en fait, vraiment de l'Ads dans LinkedIn. Donc, c'est-à-dire d'avoir des vrais UGC, des User Generated Content. Aujourd'hui, on parle d'UGC pour les vidéos surtout. Mais pour moi, un post sur LinkedIn, c'est un UGC. Et un utilisateur de Notion qui dit « j'adore Notion, c'est trop bien, voici comment j'utilise, tu devrais faire pareil » ou « tu pourrais faire pareil, pardon ». Je trouve que ça a beaucoup plus de valeur que leur petite pub à la con que tu peux mettre ou quoi. Et aujourd'hui, LinkedIn n'a pas de régie pour là-dessus. Alors, je suis mauvaise langue. Aujourd'hui, maintenant, depuis 1 an ou 2, tu peux, par exemple, si toi, tu fais demain un post sur Notion peut te faire une proposition, te dire est-ce que tu m'autorises à sponsoriser ton post pour qu'il continue de vivre. C'est peu fait. C'est peu fait, mais parce que les gens ne sont pas au courant que ça existe. Et parce que, en fait, aujourd'hui, il y a très peu d'UGC. Aujourd'hui, les gens, c'est rare, quand ils ne sont pas payés, de dire j'utilise cet outil, c'est trop bien, quoi, tu vois. Ok, trop bien. Bah écoute, on est pas mal sur le timing pour cette première partie de podcast. Merci beaucoup Hugo. Je voudrais finir par un petit truc. Il y a une petite création de ta part. C'était pas prévu ça. Moi, je voulais amener en cadeau. Ils sont sympas. Ils ont dit vas-y, on va le mettre là. Je suis pas du genre à faire la pub. Dis-nous-en un peu plus Hugo. Ça, en fait, ça qu'au départ, en plus, tu vois, j'ai démarré sur LinkedIn. De base, on dit de quoi je vais parler. Et en fait, j'ai toujours été passionné d'organisation et de productivité. Donc au début, je parlais que de ça. Et en fait, les gens, ils ont trop kiffé. Et du coup, très vite, j'ai lancé un peu un écosystème, mais pareil, sans gagner d'argent, que j'avais appelé la Bible de l'orga. Parce que moi, j'avais dit la chapelle, bon, je reste dans le délire Jesus Christ, quoi, tu vois, t'as compris, quoi. Et sans être dans le blasphème, bien entendu, j'essaye. Et à un moment donné, en fait, j'en ai parlé sur LinkedIn, j'ai fait une newsletter, j'en ai fait une formation gratuite. Après, quand même, je voulais pas le payer un peu, j'ai fait une formation payante, que j'ai tournée chez vous, d'ailleurs. C'est ici ou c'est dans les anciens ? Ah ouais, putain, en une journée. 37 modules. 37 vidéos. C'était avec toi ? Ah ouais, putain. Toi, tu t'es farci toute la formation d'un coup, quoi. Non, c'est moi. Mais t'étais là aussi, hein, c'était toi qui étais là quand j'enregistrais, non ? Ouais, Ah ouais. Tournage, montage. Ah, je suis désolé pour ça. Mais même moi, j'en pouvais plus de moi. C'était horrible ce jour-là. Mais bref. Et du coup, il y a un moment donné, j'ai dit, vas-y, en vrai, j'aimerais dire qu'un éditeur est venu vers moi pour écrire un livre. En vrai, c'est moi qui étais gratté l'éditeur, dire, je vais écrire un livre, ça te dit de le faire. Et c'était il y a pile 1 an. Je l'ai écrit tout l'été dernier, en 2 mois.
Et il est sorti là le 27 mars, je crois, un truc comme ça. Et ouais, je suis content parce que je crois que je suis à presque 1000 exemplaires déjà vendus là. Donc, en vrai, je suis content. Des fois, ma mère qui va chez Culture qui dit hey, ton livre et tout. Donc, mais pareil, encore une fois, le business model du livre, encore une fois, c'est un business model de contenu et d'être top of mind de gens. Et donc le vrai business model de ça, c'est les conférences qu'il y a derrière, quoi. Et je pense qu'il se vend aussi bien parce que tu fais autant de contenu. Et parce que tu es aussi connu. S'il n'y avait pas ça, Mais justement, ce que je remarquais, c'est qu'il y a très peu de livres aujourd'hui qui se vendent sans la création de contenu à côté. Enfin, au final, il y a très peu d'écrivains qui existent encore. Pas combien il y a de livres qui sortent tous les jours, mais si tu veux un peu exister dans cette jungle, si tu n'y amènes pas... Mais le truc, c'est que pour que ça soit un succès, il faudrait que ça aille au-delà des gens qui me suivent sur... Je pense qu'aujourd'hui, on est encore très là-dessus, même si des fois, je suis agréablement surpris de recevoir des messages sur Instagram de gens qui me disent « Oh, je te connaissais pas, j'ai vu à la Fnac et tout, je cherchais un bouquin sur l'orga. » L'autre jour, c'était marrant, quelqu'un me disait « Je voulais acheter la 25e heure, qui est mon bouquin de productivité préféré. Ils en avaient plus, j'ai vu ton bouquin, donc du coup, je l'ai acheté. » Tu vois, donc... Mais tu regardes ceux qui passent dans les podcasts de légendes, etc. Genre un quart du temps, ils ont tout le temps un livre à te vendre ou ils viennent sortir un livre, etc. Donc en fait, on se rend bien compte que justement, cette création de contenu, c'est un levier pour même vendre d'autres choses que juste la création de contenu, quoi. C'est un outil de la personal brand, quoi. Tu vois, la personal brand, tu peux la développer et la faire vivre par plein de moyens. Et le livre, c'est un contenu comme un autre. Tu vois, aujourd'hui, je suis contenu, j'ai coché cette case. Je pense pas que j'en écrirai d'autres, quoi. C'est quoi la suite par rapport au podcast? Comment tu vois les choses là-dessus, sur ta création de contenu personnel et même sur le podcast en lui-même? Moi, le podcast, je pense que je continuerai toujours parce que ce serait dommage d'arrêter. Alors que, franchement, j'ai tenu 2 ans, ce serait con d'arrêter maintenant. Encore une fois, je le continue parce que vraiment number one, parce que c'est le meilleur moyen de se créer un réseau de malades. Franchement, je pense que souvent les gens ils le mettent plutôt en 3e ou 4e. Moi, c'est pas vraiment un outil, c'est un outil de personal brand, mais c'est vraiment plus pour un outil de networking, quoi. Et donc ça, je vais continuer. Mais par contre, je le disais tout à l'heure en début de podcast, moi, mon rêve, c'est d'être youtubeur. Et c'est pas des formats YouTube, les podcasts. On les met sur YouTube parce que c'est joli, ça fait des belles images. Je pense que aujourd'hui, il y a plein de gens qui aiment... Moi, tous les podcasts, quasiment, maintenant, je les écoute sur YouTube. J'aime bien avoir l'image, etc. Mais aujourd'hui, tu vois, j'essaie de faire d'autres formats YouTube. Là, j'en ai lancé un récemment. D'ailleurs, je crois que le premier, c'est chez vous que je l'ai fait. C'était que j'ai appelé Histoire de business. Et la première épisode, c'était sur l'histoire de Pixar, qui est sorti. Et là, tu vois, hier, du coup, j'étais chez Podspace. Désolé, je vous ai fait des infidélités, les gars, parce que j'étais à Paname. D'ailleurs, c'est marrant, j'étais à Paname, je tournais un épisode avec Joe Cariz, et que j'avais déjà reçu chez vous, il y a 1 an. On était en short et tout. Les images horribles avec nos gambettes, là, et tout. Putain. Vous auriez pu faire un plan coupé sur le... Et oui, j'en ai fait 2 autres. Et là, du coup, j'ai fait McDo et PlayStation. Et tu vois, après, je vais faire Netflix, tout ça et tout. C'est ça, en fait, plus format, 20 minutes, je raconte une histoire, mais j'essaie de rester quand même dans un peu YouTube friendly au niveau du montage ou quoi. Mais parce qu'en fait, ma vraie passion, c'est ça. Je dis pas que interviewer des gens, c'est pas ma passion, mais franchement, si je suis honnête, j'aime pas tous les épisodes que j'ai faits. Des fois, je suis honnête, je fais des épisodes un peu par intérêt. Parce que j'ai besoin de devenir pote avec cette personne. Et donc, du coup, c'est quand même un peu... Et en vrai, plus ça va, moi-même, moins j'écoute de podcasts. Alors que, par contre, moi, je bouffe du YouTube, des histoires... tu vois, là, genre, hier, je me suis bouffé... Enfin, je vais pas dire que je me suis bouffé, j'ai regardé avec grand plaisir une vidéo YouTube qu'a fait... vous connaissez sûrement Seb Lafrite. Je sais pas si ça s'appelle encore Seb Lafrite sur YouTube. Bon, bref, c'est Seb, c'est le mec de Lena Situation, tu vois. Et lui, j'adore ce youtubeur, quoi. Et là, hier, tu vois, c'est ultra documenté. Il a fait, je crois, une vidéo, mais genre de 1h30, ou peut-être un peu moins, mais sur toute l'affaire de P. Diddy, tu vois. Mais genre ultra documenté, avec des trucs qui remontent aux années 90, avec tout le fond de l'histoire. Le mec, il s'est lu tous les bordels je suis très vulgaire. Tous les machins de... j'arrive pas à trouver mes mots, truc judiciaire, voilà. Ça a un nom, ça, mais bref, truc qui fait 1000 pages, ouais, etc. Il se l'est lu. Enfin,
Je pense qu'il a, encore une fois, il a une équipe, tu vois. Mais tu vois, j'aime en fait le côté YouTube un peu documentaire. Et moi, en vrai, quand j'étais jeune, je rêvais pas forcément des entrepreneurs, même si je rêvais de faire un truc où je peux essayer de gagner de l'argent par moi-même. Mais enfin, mon rêve, c'était d'être journaliste. Je voulais faire soit journaliste, soit réalisateur de films, tu vois. En vrai. C'est pas un peu ce que tu fais aujourd'hui au final. Et donc, du coup, j'aimerais un peu retourner un peu à ces premières amours-là, même s'il n'y a pas trop de business model là-dedans. Donc, c'est pour ça que je suis content que maintenant ça aille mieux. Maintenant, ma transition, elle est finie, quoi. Que je puisse faire des choses que pour le plaisir. Et moi, en vrai, j'aimerais trop être youtubeur pour le plaisir, quoi. Trop cool. Bah écoute, c'est le mot de la fin en tout cas par rapport à ce podcast. Dans la salle, il y a des personnes qui souhaitent peut-être lancer leur podcast ou justement qui ont des questions à poser par rapport à la création de contenu. Donc je me dis que c'est l'occasion de faire passer le micro dans la salle pour les personnes qui veulent poser des questions à Hugo s'il y en a qui ont des questions à poser. Donc vous serez également dans le podcast pour ceux qui posent des questions. Merci pour la discussion, franchement c'est trop cool. Et devant des gens ça doit pas être évident j'imagine. Ah, j'avoue que j'avais oublié que vous étiez là. Merci beaucoup. Hugo, quand tu fais un podcast, est-ce que tu prépares tes questions ou est-ce que tu y vas 100% freestyle ou un peu entre les deux? Pardon, vas-y. Et deuxième question, c'est ce serait qui la personne que tu souhaiterais interviewer, que tu n'as pas encore eu ou que tu n'as pas encore contacté? Vas-y, je vais essayer de réfléchir à la deuxième question pendant que je réponds à la première. La première, alors non, moi je prépare rien. Et pas parce que, je pense que je suis un gros craquito et que j'y vais comme ça au talent. C'est qu'en fait, moi, plus je prépare, plus je suis nul. En fait, parce que je pense que c'est un peu ce côté un peu scolaire. C'est que si je prépare, et ben du coup, j'ai envie d'être dans ce que j'ai préparé. Je vois, par exemple, si je fais une conférence, les erreurs que j'ai faites il y a 2 ans quand j'ai donné les premières, c'est limite, je les scriptais et j'essayais de les apprendre par cœur. Et du coup, dès que je sortais du par cœur, tout de suite, j'étais complètement paumé. Donc voilà. Donc mon truc, c'est de rien préparer. Alors, j'essaie quand même de me renseigner quand même un minimum sur la personne, parce que comme ça, au moins, j'ai un peu une frise chronologique, tu vois, de sa vie ou de sujets sur lesquels je pourrais me rattraper si à un moment donné il y a un blanc ou si tu vois il y a une transition à faire, quoi, tu vois, pour passer un peu d'une partie à l'autre. Mais sinon, non, je prépare pas vraiment. Je n'ai pas de call de préalable avec les questions que je vais poser ou quoi. Et la deuxième question, qui est-ce que je rêverais d'avoir? Bah, en vrai, si, moi je sais qui je rêverais d'avoir. Moi, je rêverais d'avoir un mec comme Squeezie, tu vois, parce que vraiment, le côté créateur de contenu, slash entrepreneur, slash, tu vois, moi je suis impressionné par les gros projets qu'il lance, tu vois, tous les projets avec le GP Explorer ou quoi. Ça, c'est 100% ma cam. Et donc, ouais, moi je rêverais. Je sais, en fait, je sais que je l'aurai jamais. Donc, à la rigueur, en fait, ou alors je rêverais d'avoir, tu vois, l'un de ses associés un peu de l'ombre, justement, qui est dans la production de tout ça et en fait, un peu, qui chapeaute un peu tous ces métiers-là, quoi. Donc, voilà. Avec plaisir. D'autres questions? Merci beaucoup pour le podcast. En vrai, très cool de l'avoir vécu avec vous. Je suis au tout début. On a lancé notre boîte il y a 2 mois. Donc peut-être pas commencer par des podcasts. La question qu'on se pose, c'est comment tu fais le 0 à 1 en création de contenu, parce qu'au début, tu n'es pas crédible. Enfin, personne ne te connaît, tout du moins. Quels sont les types de contenus qui te permettent de passer la première marche là-dessus? Alors, c'est une très bonne question. Bah, en fait, déjà, en fait, pour passer de 0 à 1, bah, en fait, déjà, il faut faire 0,001, 0,002, etc., etc. Donc, moi, j'ai envie de dire, sur la partie, si on parle que de la partie, du coup, création de contenu qui est ta question, bah, déjà, choisir un réseau. Bon, je connais pas ton métier, tu m'en parleras sûrement après, mais je pense que de toute façon, LinkedIn, pour moi, c'est le plus simple, parce que c'est le plus facile si t'es régulier, de pouvoir quand même, on va pas utiliser le mot percer, parce qu'on n'est pas là pour percer, mais pour grossir et se développer. Écrire un texte, bah, c'est le plus facile parce que c'est plus facile que de faire des vidéos, que de faire des podcasts ou même d'écrire des longues newsletters ou quoi. C'est un court texte, donc c'est gratuit, c'est ce qui prend le moins de temps. Et c'est en cas de régularité, c'est là où tu as le plus de chance, c'est pas 100% de chance, mais c'est là où tu as le plus de chance de réussite. Maintenant, et la troisième chose à avoir là-dessus, c'est de savoir quand même de quoi tu vas parler. Donc, je connais pas ton métier, bon vas-y, on va quand même, pour illustrer l'exemple, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais? Ouais, on fait une agence de développement IA. Ok, bah c'est très simple. Et ta cible, c'est? Agence, genre 10-50 personnes.
Voilà, donc ce qui est bien, bah, tu sais du coup à qui tu parles. Donc évidemment, ces gens-là, ils sont sur LinkedIn, donc LinkedIn est la bonne solution pour ça. Et du coup, tu vas... Alors, ce qui est bien, c'est que toi, tu vends... Ce qui est bien avec ce que tu vends, c'est que c'est assez simple de paraître crédible et expert. Ce qui est moins simple, c'est que maintenant, il y en a beaucoup qui s'auto-suggèrent, qui s'auto-proclament expert IA. Donc, du coup, pour arriver à montrer que tu es un vrai expert IA, il va falloir montrer une vraie expertise, une vraie pédagogie avec les bons sujets, les bonnes choses à donner aux audiences. Mais par contre, en vrai, il y a quand même encore un boulevard à prendre. Et si aujourd'hui, tous les jours, tu donnes quelque chose de grande qualité sur l'IA et que tous les jours je te lis et que j'apprends quelque chose et que moi-même j'ai une agence, je vais t'avoir en tête. Et le jour où j'ai besoin, c'est peut-être pas par toi que je vais passer, mais au moins je vais te demander un devis. Donc en vrai, pour moi, le schéma, il est très simple dans ton cas. Hein. Je vais même aller plus loin, c'est plus que des posts LinkedIn, c'est de donner encore plein d'autres choses. Toi, de dire, vas-y, tous les mois, j'écris un livre blanc ou un playbook là-dessus. Tous les mois, je fais un webinaire en ligne ou quoi. Et je vais voir, tes premiers webinaires, il va y avoir 12 personnes. Mais peut-être qu'à celle d'après, il y en aura 19, et peut-être à celle d'après 30, et après 50. En fait, c'est comme tout. Franchement, l'exemple du sport, c'est le meilleur exemple. Parce que, tu vois, moi, j'ai 37 ans et je pense que là, en ce moment, là, depuis 6 mois, j'arrive à courir toutes les semaines. Mais en vrai, c'est peut-être la 15e fois de ma vie que j'essaye de me donner cette routine de courir 1 à 2 fois par semaine. Mais à chaque fois, j'arrête parce qu'à un moment donné, je loupe une semaine et je loupe une deuxième. Et en vrai, mon cerveau, il se dit, c'est quand même bien de pas courir. Parce que c'est vrai que c'est chiant. Bon, le padel, t'as été plus rapide pour non, parce que ça, c'est rigolo. Tu vois. Alors qu'en fait, avoir la résilience, parce qu'on n'a pas tout le temps envie d'écrire, on n'a pas tout le temps envie d'organiser un webinaire, on n'a pas tout le temps envie de scripter des vidéos. C'est vrai que c'est dur Non, le mot, c'est pas dur. C'est que faut être discipliné. Ouais. Et en vrai, la discipline, c'est rare de l'avoir en soi, quoi. Donc, c'est ça. Donc, au début, commence par simple, t'écris que des posts LinkedIn. Après, tu vas aller un peu plus loin, tu peux faire des contenus plus longs, plus élaborés, en mode un peu lead magnet. En plus, ça te fera grossir plus vite. Moi, c'est ce que j'avais fait, tu vois, avec les... En vrai, moi, ce qui m'a fait... Là, on peut utiliser le mot percer sur LinkedIn, mais encore une fois, c'était une autre époque. C'est qu'à un moment donné, j'ai fait un post où j'ai dit, je peux te le réciter comme une poésie, tellement il a fonctionné que je l'ai réutilisé de ouf. J'avais dit, je ne suis pas le plus futé de la bande, pourtant... J'ai déjà monté 10 boîtes, dont 6 ont dépassé le 1 million d'euros dès la première année. Pas parce que je suis le meilleur, mais parce que j'ai une méthode. Et cette méthode, j'ai envie de la partager. Et donc du coup, si tu veux cette méthode, like, commente, tous les trucs un peu putaclic que tu connais. Et le post, il avait fait genre 500 000 vues. J'avais fait des milliers de commentaires ou quoi. C'est là que j'avais découvert Wallaxy. Je lui ai dit, à la main, je vais mourir, quoi. De l'envoyer. Et il devait se connecter à moi et tout. Et c'est ça qui m'avait propulsé. Et pourquoi ? Parce que j'avais commencé, avant de faire ce fameux post, ça faisait 3 mois que tous les jours, je donnais limite un tips d'organisation et de productivité, quoi. Donc voilà. Désolé, encore une fois, c'était long. Mais c'est le meilleur conseil, je pense, qu'on puisse donner là-dessus, quoi. Parfait. Merci beaucoup. Avec plaisir. Y a-t-il d'autres petites questions ? Yes. Salut. Alors, merci tout d'abord à tous les trois pour ce petit podcast. J'avais une question. Moi, je suis assez jeune. On a un âge qui est assez... T'es vieux, Hugo, t'es vieux. Pourtant, je mets un t-shirt suprême, je des tatouages, je me mets une casquette, j'essaie de faire tout ce que je peux, quoi, tu vois. Tout le monde a 17 ans d'écart, donc c'est vrai que je suis assez jeune, t'es pas vieux du tout. Hein. T'as 20 ans, du coup. Je peux presque dire, j'avais ton âge, j'ai à peu près ton âge, quoi. Et donc, tu as une expérience qui est bien plus intéressante dans ce domaine-là et dans ce milieu-là. Moi, je sais que par exemple, que ce soit moi ou certains de mes camarades, on a très souvent peur de se lancer ou de faire certaines choses. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'à un moment donné, dans tout ton parcours et ces dernières années, tu as eu peur à un moment ou est-ce qu'à un moment tu t'es dit est-ce qu'un jour ça pourrait s'arrêter? Si je fais des erreurs, comment rebondir? Et est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit pourquoi pas ne pas continuer ou démarrer autre chose? Alors, d'avoir peur d'arrêter l'entrepreneuriat, non, parce qu'en vrai, je pense que je pourrais faire que ça. En fait, je pense que moi, c'est un défaut et une qualité que j'ai eu tout au long de mon parcours. C'est qu'au contraire, en fait, en vrai, j'ai jamais peur parce qu'en fait, je préfère dire, bon, vas-y, on voit ce que ça donne et on voit. Tu vois, moi, quand j'étais plus jeune, si une fille me plaisait, j'étais plutôt du genre à dire, bon, je vais directement aller lui dire, au pire,
Au pire, elle dit non, mais au moins, je serais fixé, quoi. Tu vois, donc et c'est pareil avec les boîtes, c'est pour ça que j'en ai lancé plein, et c'est pour ça que j'en ai foiré plein. Mais du coup, si tu lances plein de choses, tu as plus de chances que ça t'arrive. Je vais encore une fois parler en métaphore. Si tu es sur un bateau que tu veux pêcher du poisson, bah, tu as plus de chances d'en pêcher si tu balances 10 cannes à pêche plutôt que si tu en lances qu'une. Alors, c'est vrai que c'est chiant, 10 cannes à pêche, tu vas en perdre, tu vas perdre du matos, tu vas être dégoûté, machin. Mais c'est le meilleur moyen quand même que, du coup, que ça marche. Et après, le manque de peur, je pense que c'est un peu ce qui caractérise l'entrepreneur et ce qui nous différencie, j'allais dire des moldus, c'est qu'en fait, c'est pas qu'on n'a pas peur, genre en mode on n'a pas peur, genre en mode on est courageux, c'est qu'on est plus à l'aise dans l'inconfort que eux, en fait. Et comme on est à l'aise dans l'inconfort, ou alors on n'est pas mal à l'aise plutôt, et c'est ce qui fait qu'on se lance vite. Et après, pour répondre à ta question, est-ce que j'ai eu peur un jour que ça s'arrête ou quoi? Non, moi j'ai toujours dit, s'il y a un truc qui marche pas, j'en ferai une autre. Je vais encore une fois donner une image alors qui est un peu glauque, et en plus il y a ma fille qui vient juste d'arriver, alors désolé mais je vais quand même la dire parce que je la trouve rigolote. Moi, si un jour il y a quelqu'un qui me menaçait et qui me disait « T'as deux choix, soit je te coupe un doigt et t'as le droit de rester entrepreneur, soit tu gardes tes 10 doigts mais par contre tu dois reprendre un CDI pour toute ta vie », je lui dis « Bah vas-y, coupe frère ». Enfin franchement, je pourrais pas faire autre chose, quoi. J'ai quand même donné le petit doigt, il sert un peu moins que les autres quand même. C'est un peu glauque ce que je viens de dire, je suis désolé mon cœur. Mais en vrai, il n'y a personne qui me menacera jamais de ça. Hein. J'ai pas assez de crypto sur moi, quoi, tu vois. C'est vrai qu'en faisant la blague, je me suis dit, c'est vrai que c'est peut-être pas le moment de faire cette vanne. Ouais. Est-ce que j'ai bien répondu, c'est bon? Y a-t-il d'autres questions ou pas? Ouais, déjà merci à vous trois pour le podcast. Moi j'ai une question parce que j'arrive à une étape de mon business où je suis un peu bloqué, on va dire, au niveau du trafic, c'est vraiment mon problème actuel. Il faut vraiment que je démarre le branding. Jusqu'ici, j'ai réussi à m'en sortir sans trop le faire. Ouais. Sauf que je suis dans une niche qui a été très très salie, malheureusement. Et c'est la niche du trading. Je suis dans l'éducation trading, avec un newsletter, etc. Et ma question c'est, est-ce que je tourne mon branding autour du trading ou beaucoup plus généraliste pour percer le plus vite possible et créer un maximum de trafic? Alors, c'est une bonne question. Donc quand tu dis que tu es dans le trading, quoi, plutôt crypto ou trading aussi bourse? Moi, je trade, pour moi tout seul. Et à côté, là, j'ai monté un écosystème avec un éducateur professionnel qui éduque les gens en fait à devenir rentable en trading. Sauf que de base, je tradais, j'avais un réseau, je faisais de l'affiliation, etc. Ça marchait plutôt bien, jusqu'à temps que forcément le trafic s'écoule. Maintenant que le trafic s'est écoulé, il y a eu quelques petites galères d'associés. Bref. Qui ont fait On connaît. Là, c'est repartir à zéro. Ok. Plus de trafic du tout. C'est quoi le produit que tu vends? C'est une formation? C'est quoi? Ou c'est de l'accompagnement? Ok, c'est un accompagnement. C'est vrai que là, plus que c'est un accompagnement, donc en plus avec toi ou avec aussi d'autres coachs? Avec l'éducateur et moi-même, mais plus l'éducateur parce que savoir-faire, savoir éduquer, c'est deux choses différentes. Ok, donc en plus, si c'est l'éducateur, il faudrait presque aussi créer du contenu en fait autour de lui, non? Moi, du coup, instinctivement, le premier conseil que je donnerais, en effet, c'est de choisir un réseau. Alors, dans votre cas, je pense que ça coûte rien de le faire sur LinkedIn. Mais après, je trouve qu'en plus, c'est quand même un métier où c'est quand même très vidéo, donc très Insta. Donc, j'essaierai de lancer quand même les deux en parallèle. Et alors, pour répondre à ta question, faut quand même montrer quand même un gros biais d'autorité là-dessus et montrer quand même que tu es ultra crédible et ultra calé quand même sur le sujet. Parce qu'en plus, c'est des sujets qui touchent à l'investissement. Donc, en plus, c'est quand même assez touchy. Donc, il faut quand même être hyper vigilant là-dessus. Et moi, je pense que désolé, je réponds toujours pas à ta question parce que je réfléchis en même temps. Je pense que c'est quand même des métiers, tu l'as dit, très niche. Donc c'est sûr que si tu crées aussi des contenus qui sont un peu plus mainstream, qui vont plus raconter ta vie de jeune entrepreneur, c'est quand même bien pour aller ratisser dans l'entonnoir. Tu vois. En fait, faut voir l'audience comme un entonnoir comme ça. Sachant qu'en bas, c'est les gens à qui tu vends. Si tu fais que du contenu pour parler aux gens à qui tu vends, ça va être beaucoup plus long. Donc c'est quand même bien de faire aussi des posts qui te permettent d'aller chercher des gens du haut de l'entonnoir, parce que des gens qui sont dans le haut de l'entonnoir, il y a aussi des gens qui sont dans le bas. Donc c'est un peu ce qu'on dit, c'est top of funnel, middle of funnel, bas de funnel. Donc dans ton cas, parler d'entrepreneuriat, de tout ce que tu vis en tant qu'entrepreneur qui va parler en fait à tous ces gens-là. Sur le milieu, ça va être peut-être de parler de finances en règle générale.
et elle se fout de moi, quoi. Et après, en bas, c'est vraiment de parler très, très, très clairement. Bah, du coup, alors, j'ai pas compris si c'était crypto ou bourse ou les deux. Que les trading sur l'or. Sûr? Moi, je traite sur l'or, mais l'éducateur. Ah ouais, donc c'est ultra, ultra précis, quoi. Et donc, en effet, de parler aussi de ces méthodes-là, du coup, sur le trading de l'or, qui sont ultra, ultra nichées, quoi. Ok. Et faire du contenu un peu bad buzz, entre guillemets, pour accélérer la chose, c'est possible, quoi. Un peu cracher sur ceux qui ont fait de la merde. Ah, tu prends un risque, mais en effet, c'est quand même bien des fois d'avoir des petits coups de boost, comme là le post un peu putaclic dont je te parlais tout à l'heure. Moi, je sais qu'en une semaine, j'avais dû gagner 4-5 000 abonnés. Moi, j'étais content, tu vois, de gagner du temps là-dessus, quoi. Donc, mais je te conseillerais quand même pas de le faire. Mais si tu trouves une bonne idée pour le faire de manière intelligente et de manière gaulerie, fais-le. Mais sinon, non, je te le conseillerais pas de le faire. Entrepreneuriat en général. Bah ouais, Et éducatif. c'est ça. Mais du coup, ça veut dire que ça va être long. Parce que j'avais l'idée aussi de créer un podcast pour le coup. Ouais. J'avais parlé au gars il y a quelques mois, j'ai toujours pas fait. Je me dis c'est peut-être aussi un accélérateur pour créer de la visibilité. Parce que avant, je suis issu du marketing de réseau et j'avais fait pas mal de contacts de plusieurs personnes, dont des millionnaires, etc. Et je pense que les interviewer peut aussi me ramener. Le podcast, ce ne sera pas un accélérateur de visibilité, mais ce sera ce qu'on disait tout à l'heure. Par contre, ce sera un accélérateur de crédibilité, plutôt. Donc, c'est toujours bien de le faire. C'est juste, encore une fois, tu vois, moi, c'est peut-être que je suis lent, mais tu vois, j'ai commencé vraiment LinkedIn 2021. J'ai fait vraiment ça à fond pendant 1 an et demi. Après, j'ai lancé une newsletter. J'ai lancé le podcast encore 1 an après. Et là, tu vois, je lance YouTube 2 ans après. Donc, c'est dur de tout lancer en même temps quand même. Donc, choisis déjà un réseau, fais-le à fond pendant 6 mois. Dis-toi que dans 6 mois, peut-être, tu peux en lancer un deuxième, et ainsi de suite, quoi. Parce que sinon, tu vas tout faire moyennement, malheureusement, quoi, tu vois. Ouais, c'est pas vite. C'est ça qui est compliqué, quoi. Ok, super. Je te remercie. Avec plaisir. Parfait. Question dernière peut-être. Déjà, merci pour le podcast. Moi, j'avais une question, et justement, c'était pour rebondir sur ce que tu viens de dire là, et puis la question auparavant, par rapport au fait de grossir rapidement sur LinkedIn. Aujourd'hui, on voit le feed, il est inondé de personnes qui disent commente, je t'envoie ça, connecte-toi, pour faire grossir leur base. Est-ce que tu penses que quand on n'a pas beaucoup d'abonnés, faut mieux éviter ce type de magnète ou autre, parce qu'on va récupérer des gens qui sont peut-être pas vraiment qualifiés, on va dire, et juste pour faire grossir sa base et peut-être avoir de la visibilité. L'algo, on sait c'est un peu compliqué. Est-ce que c'est une stratégie quand même au départ, ou faut peut-être mieux attendre, comme toi tu as dit, de poster régulièrement, tous les jours, peut-être 5 fois par semaine, pendant, je sais pas, 3 mois, 4 mois, vraiment faire grossir sa base, et après commencer à peut-être lancer des après, en effet, au début, quand tu démarres vraiment de zéro, tu vas pas lancer un lead magnet comme ça du jour au lendemain en mode je débarque et je fais un truc. Je pense qu'en effet, il faut avoir quand même un peu habitué l'audience, commencer à avoir, on va pas appeler ça des super fans, mais des gens qui te suivent régulièrement, tu vois, qui ont vu, ils te voient 1 fois, 2 fois, 3 fois, ils commencent à interagir, donc ils commencent à liker, ils commencent à commenter, répondre aux commentaires, ils commencent à t'écrire. En fait, moi, c'est mon conseil parce que c'est ce que j'ai fait, mais peut-être qu'il y a des gens qui disent non, en vrai, tu peux aller 10 fois plus vite, balance de lead magnet directement, et si tu as le bon copywriting, et du coup, ça va cartonner. Mais encore une fois, moi, mon conseil, c'est plus de faire de la qualité et en fait, de pas chercher en fait, à tout prix les hacks et les cheat codes pour aller plus vite, quoi. Encore une fois, tu vois, c'est vrai que c'est ouf, c'est que le truc dont je parle tout à l'heure, en fait, je l'ai fait sans savoir que ça s'appelait un lead magnet ou quoi. J'avais vu 1 fois un mec le faire, j'avais trouvé ça cool. Et puis, en fait, c'est surtout que... Non, mais en fait, moi, c'est surtout que quand je dis ça, quand je dis commenter, je vous l'enverrai, c'est que je l'avais surtout pas écrit, en fait. Et c'est le fait qu'il est cartonné, je me dis, oh putain, je vais faire un truc carré, quoi. Et donc, en fait... c'est plus par naïveté que ça a marché. Et en fait, aujourd'hui, quand on fait les choses parce qu'on respecte les codes et qu'on veut cheater un peu le truc, je trouve que maintenant, en fait, il y en a tellement eu que c'est un peu grillé, quoi. Et que ce soit l'algo ou les gens, les deux même, ils le voient et je pense que ça marche pas trop bien et que tu te fais plus chier qu'autre chose à le faire. Donc, en vrai, je pense que c'est vraiment qualité et surtout quantité au début, 50-50 là-dessus qui va fonctionner, quoi. Avec plaisir. D'autres questions ou pas? Pour finir, ouais. T'en as une? Non. Ah ok, écoutez, on va être good, hein.
Ouais. Fin d'épisode du coup. Merci Ouais. encore Graille. Hugo. Place On au va barbecue. passer au barbecue et au petit verre. Yes. Merci Hugo, merci à tous pour votre présence. J'espère que vous aurez appris des choses qui vous auront intéressé. Et écoutez, à très vite pour un nouvel épisode. Et maintenant, on va aller profiter ensemble. Let's go. Yes. Let's go. Clap de fin.